Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. La réforme de la justice arrive au Sénat, un texte d'une soixantaine d'articles qui va de l'organisation territoriale de la justice à la numérisation, en passant par une nouvelle échelle des peines. Un projet de loi jugé fourre-tout par les professionnels du droit qui s'opposent à cette réforme. Le débat est à suivre. Le Sénat va-t-il donner son feu vert à la création d'une commission d'enquête sur la pédophilie dans l'Église en France? Les socialistes ont déposé leur demande. Ils font ainsi suite à l'appel de nombreuses personnalités lancé dans le magazine Témoignages chrétiens. On en parlera dans cette édition. L'annonce d'un nouveau gouvernement se fait attendre. Une semaine après la démission de Gérard Collomb, Édouard Philippe s'est entretenu avec Emmanuel Macron ce matin, sans pour autant démissionner. Alors quelle sera l'ampleur du remaniement? Va-t-il permettre à l'exécutif d'ouvrir un nouveau chapitre? Analyse et décryptage dans un instant. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette émission sur Twitter, le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, on retrouvera Oriane Mancini à Matignon, Tam Tranui, Alexandre Poussard au Sénat. Le multiplex politique et parlementaire, c'est tout de suite. Et on va donc tout de suite retrouver Oriane Mancini à Matignon. Oriane, je le disais à l'instant, le remaniement se fait attendre. Ben oui Delphine, toujours pas de fumée blanche. Alors vous le disiez, ce matin, Emmanuel Macron et Édouard Philippe se sont entretenus pendant 1h30. Mais Édouard Philippe n'a pas présenté sa démission, ni celle de son gouvernement. Alors cette démission est-elle abandonnée ou tout simplement retardée? C'est toute la question. Il faut dire que rien n'oblige Édouard Philippe à présenter sa démission en vue d'un remaniement. Alors plusieurs hypothèses pourraient expliquer ce choix. Tout d'abord, une difficulté à boucler le casting. Remplacer Gérard Collomb ne s'avère pas aisé et comme c'est un remaniement plus large qui s'annonce qu'un simple poste pour poste au ministère de l'Intérieur, eh bien ce sont plusieurs profils à trouver et donc plusieurs situations fiscales à vérifier. L'autre hypothèse, c'est celle de la volonté de ne pas bousculer un agenda parlementaire chargé. Aujourd'hui, dans les deux chambres, à l'Assemblée nationale aura lieu dans quelques minutes le vote solennel sur la loi Pacte portée par Bruno Le Maire et au Sénat arrive la réforme de la justice portée par Nicole Belloubet. Deux textes importants, deux séances qui n'auraient pu se tenir sans la présence des ministres. Et conséquence de cette non-démission, l'agenda parlementaire n'a donc pas été bousculé. Il y a quelques minutes, Édouard Philippe était aux questions d'actualité au gouvernement à l'Assemblée nationale avec une grande partie de son gouvernement comme si de rien n'était. Il a bien sûr été interpellé par l'opposition sur ce remaniement qui se fait attendre et à Christian Jacob qui lui disait vous êtes incapable de présenter un gouvernement crédible à la France. Jusqu'à quand va durer cette mascarade? Le Premier ministre a répondu qu'il n'y a dans cette majorité et dans ce gouvernement aucune fébrilité, aucune impatience. Nous ne transigerons en rien sur les engagements pris par le président de la République. Vous l'aurez compris, Édouard Philippe veut montrer que malgré des heures difficiles pour le gouvernement, il tient la barre. Merci à vous Oriane pour toutes ces précisions. Pas de changement dans l'agenda parlementaire, à une petite exception, l'audition, et on vient de l'apprendre, de la ministre chargée de l'enseignement supérieur Frédérique Vidal. Son audition au Sénat, programmée à 17h, vient d'être annulée. On en vient à présent à l'actualité au Sénat avec une commission d'enquête sur la pédophilie dans l'Église qui se précise. Les sénateurs socialistes se sont mis d'accord sur le périmètre de cette commission d'enquête. Ils ont déposé leur demande aujourd'hui. C'est maintenant à la commission des lois de trancher, mais aussi à la garde des Sceaux de donner son accord. Les explications de Cécile Sixou. La demande est faite. Les sénateurs socialistes ont déposé leur dossier pour créer une commission d'enquête sur les crimes pédophiles dans l'Église. Nous pensons qu'une intervention extérieure permettra de faire avancer les choses et notamment de mettre toute la lumière sur ce qui est peut-être un système d'étouffement, de dissimulation organisée. L'Église, en tout cas, n'a pas su trouver la solution qui aujourd'hui font qu'il y a des milliers de jeunes qui ont été victimes d'actes pédophiles pendant des années. Initialement, députés et sénateurs PS voulaient créer cette commission. Finalement, les socialistes ont tranché. Ça se passera au Sénat. Nous avons proposé au président du Sénat et donc par son intermédiaire à l'ensemble des groupes une démarche transpartisane qui serait au fond comme dans l'affaire Benalla, une commission d'enquête créée par l'ensemble du Sénat. Cette hypothèse n'a pas été retenue, c'est dommage.
Les sénateurs utilisent donc ce que l'on appelle le droit de tirage, la possibilité pour un groupe politique de demander une fois par an la création d'une commission d'enquête. Pour être acceptée sur le fond, cette commission d'enquête ne doit pas empiéter sur le domaine judiciaire. Elle peut concerner l'État, les services publics, les entreprises publiques ou encore les sujets de société, ce qui laisse le champ large. La création de cette commission d'enquête a d'ores et déjà les faveurs de la ministre de la Justice. C'est un vrai scandale à la fois social et intime que ces questions-là. Ce n'est pas à moi de juger nécessaire une commission d'enquête, c'est au Parlement de l'apprécier. Et j'ai écrit quelque chose là-dessus dans le journal, dans un grand quotidien de l'après-midi. Il faut évidemment veiller à ce qu'il n'y ait pas d'empiètement sur les procédures judiciaires qui sont en cours. Donc vous êtes favorable à la condition qu'il n'y ait pas évidemment d'empiètement sur l'enquête. Comme c'est toujours le cas. C'est la commission des lois au Sénat qui tranchera sur le périmètre de cette commission d'enquête. Et on prend la direction de la salle des conférences du Sénat où nous attend Tam Tranui pour une première réaction à cette commission d'enquête sénatoriale. Vous êtes avec l'ancienne ministre, la sénatrice socialiste de l'Oise, Laurence Rossignol. Oui, Laurence Rossignol, le groupe socialiste va donc utiliser son droit de tirage pour demander la constitution d'une commission d'enquête suite à l'appel lancé en témoignage chrétien. Cela faute d'avoir une initiative plus globale du Sénat, vous le déplorez ? Ce que je souhaite, c'est que cette commission d'enquête soit mise en place et on ne retiendra pas les hésitations ou les méandres de la mise en place. Ce qui est important, parce que 88% des Français aujourd'hui sont favorables à cette commission d'enquête, c'est qu'elle se mette en place et qu'elle travaille, qu'elle fasse sereinement ce pourquoi elle a été désignée. Est-ce que son intitulé a été débattu A priori, la commission d'enquête va porter sur le traitement des abus sexuels sur mineurs et des faits de pédocriminalité commis dans une relation d'autorité au sein de l'Église en France. Oui, bien entendu. Et ça fait partie de l'objet des discussions avec Gérard Larcher. Bien entendu, l'élaboration de l'intitulé exact de la commission d'enquête est important parce qu'il faut savoir exactement ce que l'on vise. D'abord, nous ne visons pas d'enquêter sur l'organisation interne de l'Église. Ceci n'est pas notre sujet. Ce que nous voulons identifier, c'est d'une part la manière dont les victimes ont été accompagnées, dont leurs plaintes ont été recueillies, la manière dont les auteurs ont été mis hors d'état de réitérer les faits et la façon globale dont l'Église a abordé au cours des années, et on va remonter probablement beaucoup plus loin, y compris sur des faits prescrits, on va remonter jusqu'à l'organisation de ce qu'ils appellent un système d'ailleurs. Et je crois que c'est l'intérêt de l'Église catholique aujourd'hui que la transparence se fasse. J'entendais l'autre jour le pape demandant l'ouverture des archives de l'évêché de Philadelphie où il y a une énorme affaire de pédophilie. Je vois que dans de nombreux pays, l'Australie, l'Irlande, des autorités indépendantes ont été mises en place. Il y a des gros travail, des grosses enquêtes. Grosses enquêtes qui ont été faites. Je crois qu'aujourd'hui on est dans une situation qui est critique pour l'Église catholique, pour les familles en particulier. La suspicion n'est jamais bonne parce que la suspicion parfois sous-estime et parfois aussi surestime les réalités. Vous aviez signé cet appel de témoignage chrétien. Vous souhaitez jouer un rôle dans cette commission d'enquête. Vous souhaitez la rapporter ? Bien entendu, je pense que je peux la rapporter. Je me suis occupée pendant 3 ans des questions de protection de l'enfance. Je sais exactement quel est le coût pour les victimes du déni, du silence autour de ce qu'elles ont subi. Donc je pense qu'aujourd'hui, je suis en situation de effectivement rapporter cette commission d'enquête. Je n'ai aucune prévention particulière à l'égard de qui que ce soit. Ce que je veux juste, c'est comprendre et restituer aux victimes ce qu'elles ont subi et rassurer l'ensemble de la société sur le fait que ces faits, s'ils ont été commis, ne se recommettront pas de nouveau. Et votre groupe est d'accord avec cela, avec votre candidature, a priori ? Écoutez, je n'ai pas entendu de critique quant à ma candidature pour l'instant. Tout dernier mot sur la séquence politique actuelle, ce remaniement qu'on n'en finit pas d'attendre. Tout à l'heure, Édouard Philippe a jugé qu'il n'y avait pas de fébrilité de la part du gouvernement. Écoutez, je suis toujours très étonnée des éléments de langage que les gouvernements successifs répètent à chaque fois qu'il y a un remaniement. On voit des ministres qui disent « tout va bien, nous sommes très sereins, nous sommes au travail ». C'est vraiment les mêmes phrases types qui ressortent à chaque fois. C'est pas sincère parce qu'en réalité, je connais, les ministres sont dans l'expectative, ils se demandent où ils seront dans quelques heures, les cabinets s'interrogent aussi et tout le monde attend que la fumée blanche sorte du perron de l'Élysée. Donc c'est pas la peine de faire croire aux gens que tout le monde est très serein, qu'on est au travail. Vaut mieux dire oui, c'est un moment pas simple, mais c'est un moment nécessaire. C'est ce que je suggérerais au gouvernement de dire plutôt que d'essayer de nous faire croire que c'est une anecdote dans la vie d'un gouvernement que de remanier. Merci beaucoup Laurence Rossignol d'avoir répondu à mes questions.
Merci à vous, Tam. On en vient maintenant à l'actualité au Sénat, en séance avec vous, Alexandre Poussard, avec dans un premier temps la CMP sur le projet de lutte contre la fraude fiscale qui a été donc adopté. Et oui Delphine, c'est l'un des rares textes où le Sénat et l'Assemblée nationale réussissent à se mettre d'accord. On sait que depuis l'élection d'Emmanuel Macron, députés et sénateurs ont du mal à se mettre d'accord en commission mixte paritaire. Et c'est alors l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Ce n'est pas le cas pour ce projet de loi de lutte contre la fraude où les principales mesures du Sénat ont été conservées par l'Assemblée nationale et notamment la levée du verrou de Bercy. Alors concrètement, le fisc devra transmettre automatiquement à la justice les dossiers de fraude fiscale supérieurs à 100 000 euros. Et cela a donné une grande satisfaction à la commission des finances du Sénat. Écoutez Albéric de Montgolfier sur cette levée du verrou de Bercy. Il s'agit d'une réelle avancée avec une réelle réforme des modalités de dépôt de plainte pénale en matière de fraude fiscale, puisque l'administration n'est plus libre de choisir les dossiers qu'elle souhaite envoyer au parquet, mais au contraire, l'administration est liée par des critères légaux pour transmettre les dossiers les plus graves. Les sénateurs se sont aussi réjouis des mesures pour lutter contre la fraude à la TVA sur les plateformes de commerce en ligne. Alors concrètement, les plateformes de commerce en ligne seront solidaires de leurs mauvais vendeurs qui ne font pas payer la TVA à leurs clients. Et puis enfin, autre apport du Sénat conservé dans ce texte final, l'élargissement de la convention judiciaire d'intérêt public. Concrètement, une entreprise qui est soupçonnée de fraude fiscale pourra payer simplement une amende au fisc pour éviter des poursuites judiciaires et cela permettra d'accélérer les procédures. Voilà Delphine pour ce projet de loi de lutte contre la fraude. Merci à vous Alexandre et on vous retrouve dans un instant pour parler cette fois de la réforme de la justice puisque, je vous le disais en titre, le texte arrive au Sénat. Son examen a débuté cet après-midi en séance dans un contexte particulier car c'est un fait rare. Avocats, magistrats et greffiers hostiles à ce texte porté par la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, ont manifesté leur opposition devant le Sénat. Vous le voyez sur ces images. Alors les avocats sont particulièrement mobilisés, comme l'a expliqué Marie-Aimée Perron, bâtonnier de Paris, au micro de Stéphane Amagnan. Lorsque vous déposiez une plainte devant un procureur de la République, il avait 3 mois pour prendre position et savoir s'il donnait suite ou non à cette plainte. Désormais, victime, déjà je peux vous dire que c'était beaucoup trop long pour nos clients victimes. Mais désormais, il faudrait attendre 6 mois au motif que les procureurs sont surchargés. Et effectivement, ils sont surchargés. Nous pensons que les citoyens vont subir les conséquences de ce projet de loi. D'abord parce qu'ils ne pourront plus saisir la justice de la même façon qu'avant. Il y aura des obstacles qui sont mis pour finalement faire que les tribunaux aient moins d'affaires à traiter, mais qui auront forcément des conséquences sur les droits des personnes, et notamment la possibilité pour eux de faire valoir leurs droits. Et puis en matière pénale, il y a un certain nombre de reculs des garanties fondamentales, puisque l'autorité judiciaire se voit privée d'un certain nombre de moyens qu'elle avait de contrôler les enquêtes pénales. On va s'intéresser à un des aspects de ce texte. Il concerne l'efficacité et le sens de la peine. Le gouvernement veut les renforcer avec notamment la mise en place d'une nouvelle échelle des peines. Objectif, entre autres, faire baisser la surpopulation carcérale. Explication, Fabien Riquer. C'était en mars dernier. Devant les élèves de l'École nationale de l'administration pénitentiaire, Emmanuel Macron dévoilait ses projets en matière de lutte contre la surpopulation carcérale. Ce sont les petites peines, celles de moins de 6 mois, voire de moins d'1 mois, qui sont particulièrement inutiles et contre-productives. 6 mois plus tard, le projet de loi qui arrive au Sénat reprend plusieurs engagements présidentiels, comme la création de 15 000 nouvelles places de prison, dont 7 000 seront livrées avant la fin du quinquennat. Mais le texte prévoit surtout une modification de l'échelle des peines, avec l'interdiction des peines de prison inférieures à 1 mois et la création d'une peine autonome à domicile, automatique pour les peines n'excédant pas 6 mois. Pour la garde des Sceaux, il s'agit de repenser le sens de la peine. La référence ne sera plus seulement la peine d'emprisonnement. Donc nous avons des peines, par exemple, de travail d'intérêt général, nous avons de la détention domiciliaire sous surveillance électronique, le bracelet pour faire court, mais c'est de la détention. Nous avons des peines de stage, nous avons des peines d'hébergement extérieur, nous avons des peines de sursis probatoire, etc. Donc il y a toute une gamme de peines et il y a bien sûr la prison. Le texte prévoit la suppression des aménagements pour les peines supérieures à 1 an, un seuil que les sénateurs souhaitent abaisser. En jeu, faire en sorte que les peines prononcées soient effectivement appliquées sans le recours systématique au juge d'application des peines. C'est une responsabilité supplémentaire pour le tribunal lorsqu'il rend sa décision et ça le conduit
à s'impliquer dans cette question d'exécution des peines. Derrière, il y a indiscutablement une efficacité peut-être plus importante de la sanction pénale et je crois que la direction vaut le coup d'être suivie. Le dépassement d'une politique du tout carcéral fait en tout cas consensus au Sénat. Et justement, on va voir comment se passent les débats dans l'hémicycle avec vous, Alexandre Poussard. Première nouvelle, la première information, Nicole Belloubet est bien là pour défendre son texte. Et oui, Nicole Belloubet est bien là et elle a axé son discours sur la nécessité de redonner des moyens à la justice car il faut, selon elle, rattraper le retard accumulé dans les différents quinquennats. Elle a donc vanté la hausse du budget programmé par sa réforme pour les 4 prochaines années. Écoutez les chiffres donnés par la ministre de la Justice. Le budget de la justice augmentera de 1,6 milliard d'euros en 5 ans. 1,6 milliard d'euros, passant de 6,7 milliards à 8,3 milliards hors pension, soit une hausse de 24% en 5 ans. Ce budget nous permettra d'engager le recrutement de 6 500 emplois. On peut évidemment toujours vouloir plus et proposer des chiffres encore plus élevés. Tout est toujours possible. Et tout est possible, et notamment pour les sénateurs qui trouvent que cette hausse du budget n'est pas assez ambitieuse. La commission des lois du Sénat souhaite une hausse de 2 milliards d'euros du budget d'ici à 2022, c'est-à-dire une augmentation de 30%. Alors il faut dire que les sénateurs sont en avance sur le gouvernement sur cette question des moyens de la justice. Cela fait 2 ans qu'ils travaillent sur cette question. Ils ont fait une mission d'information en 2016, ils ont voté une proposition de loi en 2017, et dès 2017, ils demandaient une hausse du budget de la justice programmée pour les 5 prochaines années, dès le début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Il déplore donc que la ministre de la Justice soit en retard sur ce sujet. Merci à vous, Alexandre. On va continuer ce débat avec mes invités en plateau dans un instant. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Youssef Badre. Bonjour, vous êtes le porte-parole du ministère de la Justice. Merci d'avoir accepté notre invitation. Jérôme Gavaudan est également avec nous. Bonjour. Vous êtes président de la Conférence nationale des bâtonniers. Romain Dupéré est également avec nous. Bonjour. Vous êtes avocat, président du comité des juristes En Marche. Et puis Céline Parizeau. Bonjour, vous êtes présidente de l'Union syndicale des magistrats. Première question pour vous, puisqu'on a vu le climat un peu hostile de la part à la fois, je le disais, des avocats, des greffiers et des magistrats. Que reprochez-vous à ce texte? Les reproches sont assez vastes. Ce qu'on lui reproche essentiellement, c'est, dans un premier temps, à cause de la méthode qui a été suivie, le fait que la négociation ait été assez limitée et qu'aujourd'hui, on s'inquiète d'un éloignement de la justice par rapport aux justiciables par le biais de la complexification finalement d'un certain nombre de procédures. On impose aux gens, pour un plus grand nombre de procédures, d'avoir obligatoirement recours à un avocat. On va fermer clairement un certain nombre de services dans les tribunaux les plus proches, les plus petits, les plus proches des justiciables. Et dans les procédures elles-mêmes, il y a des points sur lesquels on est inquiet parce que, par exemple, on supprime Pour l'instant, il y a un amendement qui prévoit sa réintroduction, mais quand même, pour l'instant, ce n'est pas fait. C'est le juge d'instance qui est supprimé, c'est-à-dire le juge des petites affaires du quotidien, des tutelles, qui était dans un premier temps supprimé du projet. Aujourd'hui, il y a un amendement gouvernemental pour le réintroduire, mais ça voulait dire qu'on se privait d'un juge spécialisé. Vous nous dites, Effectivement, sur ce point-là, on a été entendu et c'était pour nous extrêmement important parce qu'il nous semble que ce juge-là, il symbolisait vraiment la nécessité d'une proximité avec le justiciable et aujourd'hui, il est réintroduit par amendement gouvernemental, donc on espère bien que ça aille au bout. Youssef Badre, on a entendu la garde des Sceaux lors de la discussion générale. Elle a rappelé sa méthode, la concertation, elle a écouté les gens sur le terrain. Comment expliquez-vous ce niveau d'incompréhension, justement, entre les professionnels du droit et la garde des Sceaux sur ce texte? En fait, le niveau d'incompréhension, je peux moi-même le partager ou le comprendre pour une raison très simple. C'est qu'en fait, on part de tellement loin au regard de l'institution judiciaire et des moyens et la situation dans les juridictions est tellement compliquée
que forcément, en fait, quand on introduit ou quand on débat d'un texte qui est aussi vaste que celui-ci, notamment qui touche aussi à des fondamentaux aussi importants, je pense par exemple à ce que vient de dire Mme Parisot, notamment sur le juge d'instance, que ça crée aussi des inquiétudes. Cette inquiétude, elle est nourrie également de ce qui s'est passé il y a 10 ans, la réforme de la carte judiciaire, et qui fait qu'effectivement, on s'est retrouvé à un moment donné avec un certain nombre de déserts judiciaires. La méthode, c'est quoi? La méthode, ça a été ce qu'elle la ministre de la Justice a appelé les chantiers de la justice, à savoir des concertations. Alors, évidemment qu'on peut débattre du délai. Est-ce qu'il fallait laisser 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an aux gens pour proposer des solutions? Mais il n'empêche que la majorité des propositions qui sont dans ce texte, elles viennent de magistrats, d'avocats, de fonctionnaires. Et ensuite, il y a eu toute une phase de concertation et de dialogue. Le meilleur exemple, à mon sens, qui démontre que, et encore une fois, je ne suis pas le porte-parole de la garde des Sceaux, je suis le porte-parole de la chancellerie et je suis moi-même magistrat, qui démontre qu'il y a eu un certain nombre de négociations et d'avancées, c'est qu'effectivement, il y a un certain nombre de points. On pense par exemple au juge d'instance qui n'a jamais été supprimé, dont il est prévu qu'il soit rattaché administrativement au TGI, mais dont on a remis la casquette de juge spécialisé, parce qu'il y avait des inquiétudes effectivement de voir à terme sa disparition avec éventuellement des futurs gardes des Sceaux plus tard qui feraient sauter un certain nombre d'échelons supplémentaires. Mais il y a eu un certain nombre d'avancées, et moi je ne pense pas qu'on éloigne le justiciable avec ce texte du juge, je pense qu'au contraire en fait, c'est juste qu'on essaie de replacer la justice dans l'air du temps, à savoir notamment en permettant aux justiciables de saisir par la voie du numérique. Ouais, parce qu'aujourd'hui, on va y venir si vous voulez bien. On va donner la parole à Jérôme Gabaudan, puisqu'on a entendu également Marie-Aimée Perron. Elle parle bien d'une justice, je la cite, sans juge, sans avocat, finalement sans citoyen. Alors, pour être objectif, il faut dire que depuis le mois d'avril, et j'ai envie de dire la grande manifestation que nous avons connue et organisée avec les magistrats, le personnel de greffe et les greffiers, les choses ont évolué et que les groupes de travail avec les avocats et avec les magistrats ont abouti à un certain nombre d'évolutions. Donc, nous ne sommes pas là toujours pour critiquer et dire que rien ne va. Pour autant, la déception que nous avons lorsque le dossier vient devant le Sénat, que nous soutenons par les amendements qu'il est en train, d'abord en commission des lois, et nous espérons d'ailleurs ensuite dans le cadre des débats, l'esprit du projet a peu changé. Le sentiment que nous avons, je vais prendre peut-être 2-3 exemples, mais pas beaucoup plus. Le sentiment que nous avons, c'est que c'est un projet égocentré, à minima, pour rentabiliser une justice et, comme le dit la garde des Sceaux d'ailleurs, recentrer le juge sur effectivement son cœur de métier. Sauf que ce n'est pas pour rien que le juge, tout au long de ces dernières années, a eu des missions qui ont été confiées. Parce que dans une démocratie, le rôle des juges est important, celui des avocats est important, et l'institution judiciaire n'est pas faite pour se regarder ou pour fonctionner en elle-même au profit des avocats, des magistrats ou des greffiers. Elle est faite pour ouvrir grandes les fenêtres, ouvrir grandes les portes et effectivement s'ouvrir aux justiciables. Quand vous autorisez un directeur de caisse d'allocation familiale, puisque c'est un point dur chez nous, avec les magistrats aussi, à défaire ce qu'un juge a fait dans le cadre d'une décision qui est autorité de la chose jugée, nous ne pouvons pas nous en satisfaire. Quand vous créez une juridiction nationale des injonctions de payer, ça par définition, ça éloigne le justiciable qui va devoir avoir la possibilité peut-être d'aller en ligne, mais en tout cas qui va devoir aller devant une juridiction nationale. Quand vous créez, par voie d'amendement, sans que jamais cela ait été discuté, une juridiction au tribunal de grande instance de Paris nationale pour réparer effectivement le préjudice des victimes d'actes de terrorisme, on peut voir le positif, c'est-à-dire une forme de technicité, mais on peut voir aussi ce que nous voyons, le fait que sont dessaisies les juridictions naturelles qui jugent de la victime qui est victime dans un lieu. Ces 3 exemples qui montrent que l'état d'esprit, hélas, n'a pas changé et qu'au total, malgré les avancées, parce qu'il y en a, nous sommes déçus. Romain Dupéré, peut-être ensuite Youssef Badr sur ces questions. Et c'est vrai qu'on en a parlé, pas plus tard que la semaine dernière sur ce plateau. Il y a beaucoup de reproches aussi. Ce texte serait mu par une logique budgétaire. Il est mu par une vision budgétaire, une vision de très forte augmentation du budget de la justice. C'est ça la réalité budgétaire de ce projet. Et la ministre le rappelait, personne ne veut l'entendre, c'est une augmentation d'1,6 milliard du budget de la justice, c'est une augmentation de 24%. Oui. 24% sur 5 ans. Parce que je vous rappelle que les sénateurs, justement, ont voté une hausse de 5% par an des crédits. Ils ne sont pas aux affaires. 4 pour le gouvernement, en portant à 9 milliards contre les 8,3 promis. Et en ce qui concerne les créations d'emplois, la garde des Sceaux l'a rappelé, 6 500
Et le Sénat propose 13 700. Bien sûr, mais donc c'est pour ça qu'il y a un débat au Sénat, on pourra en discuter. On ne peut pas dire malgré tout que 24% sur 5 ans, c'est marginal ou c'est accessoire. Et je pense que vous l'avez dit vous-même, c'est une augmentation qui est très significative. Et donc on pourrait le saluer. Et je trouve de notre côté, il y a une certaine ingratitude à ce que cet effort budgétaire des Français ne soit pas reconnu. Parce que si vous voulez, il y a quelque temps, on parlait du plan pauvreté, il fallait donner plus. On parlait de la lutte contre le risque environnemental, il fallait donner plus. On est dans un cadre budgétaire très contraint. Donc cet effort, il faut l'apprécier au regard de cela. Donc je pense que c'est tout à fait notable. Pour ce qui est de la proximité, il y a beaucoup de choses qui ont été faites en termes de proximité. Aujourd'hui, il y a 307 tribunaux d'instance en France. Demain, il y aura 307 tribunaux d'instance en France. On ne touche pas à la carte judiciaire dans ce texte. On n'y touche pas du tout. La seule chose que le texte prévoit, c'est qu'on peut leur donner des compétences supplémentaires. C'est le texte de la loi qui le prévoit. Il serait illégal en application de ce texte, de retirer des compétences à un tribunal d'instance. Donc ce qu'on veut, c'est redonner de la proximité. C'est ça la réalité de ce texte. Et c'est par exemple quand il y a un tribunal d'instance qui n'a pas certaines compétences parce que son bloc existant ne lui permet pas de traiter certains litiges, que le chef de juridiction, localement, quand il apprécie le besoin de justice locale, puisse conférer cette pratique supplémentaire au tribunal d'instance. C'est ça la réalité de ce projet. Non, moi aussi, je souscris effectivement. Je ne peux pas laisser dire qu'effectivement c'est une logique budgétaire dans la mesure où on augmente grandement les moyens. Encore une fois, n'importe quel magistrat, n'importe quel avocat pourrait vous parler de son expérience en juridiction. Moi, j'ai connu, et c'est toujours le cas aujourd'hui, la Seine-Saint-Denis, effectivement, où vous deviez faire une audience le matin, l'après-midi, vous deviez remplacer un collègue parce qu'on n'avait pas assez d'effectifs. Le lendemain, vous repartiez également sur une audience où vous finissiez à pas d'heure. Je veux dire, il y a quand même une logique budgétaire. Donc, quand on dit aujourd'hui que le budget augmente d'1,6 milliard, je pense qu'il faut le prendre. Parce que quand on vous dit qu'il faudrait l'augmenter de beaucoup plus, les magistrats ou les fonctionnaires, il faut les recruter. Il faut ensuite les former et ensuite, il faut les intégrer dans une juridiction. Donc ça ne se fait pas si simplement que ça. Donc sur la logique budgétaire, je ne suis pas d'accord dans la mesure où on est un des seuls budgets qui augmente. Effectivement, on part de très très loin. Il y a un chiffre qui est quand même assez éloquent, c'est de se dire en 2017, nous avions moins de magistrats qu'en 2008. Donc c'est-à-dire que sur les 10 dernières années, le nombre de magistrats, alors même que la démographie prend le chemin inverse, on se rend compte qu'en fait qu'on avait perdu une centaine de magistrats, ce qui est quand même hallucinant sur le service public de la justice. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément pour répondre à Maître Gavaudan, c'est que qui va siéger dans ces juridictions-là? Qui sera le JIVAT, le juge d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme? Qui sera à la juridiction nationale des injonctions de payer? Ce sont des magistrats. Moi, je ne peux pas laisser dire qu'on confie ces tâches-là, qui sont des tâches fondamentales, à des magistrats, se dire que c'est de la justice au rabais, alors même que ce sont des collègues et ce sont des gens qui auraient été formés pour. Céline Parizeau, est-ce qu'il y aura assez de magistrats pour mettre en œuvre cette réforme? Assez de magistrats, on verra, puisque pour l'instant, les lignes de force de la réforme, c'est aussi, heureusement, de simplifier quand même un certain nombre de procédures. Tout n'est pas rendu plus complexe. C'était quand même l'idée de départ, de simplifier les procédures. Ça, on reconnaît, et sur certains points, d'ailleurs, l'USM est tout à fait d'accord avec le projet, notamment en matière pénale, qu'il y a des avancées qui permettront une certaine simplification. Par contre, que le budget augmente, oui, effectivement, mais là, on parle de justice judiciaire et on n'a pas encore la répartition claire entre les différents... Voilà, pour la justice judiciaire, on ne sait pas exactement de combien ça va augmenter. On sait, comme le disait M. Youssef Bad, qu'on part d'extrêmement loin, que le fossé à combler, il est absolument énorme. Effectivement, on manque de magistrats, et même si on simplifie les procédures, ça va mettre un temps certain à pouvoir apporter réellement un bol d'air aux juridictions, parce que les audiences qui finissent à pas d'heure, non seulement c'est difficile pour les magistrats et les greffiers qui les assurent, mais c'est aussi très difficile pour les justiciables qui sont là, et avec leurs avocats éventuellement, d'attendre jusqu'à parfois minuit, 1h du matin pour être jugés. Ce n'est pas des conditions d'une justice digne de la France au XXIe siècle. Donc effectivement, il y a un effort de fait. On verra aussi, quand ce sera à l'œuvre en juridiction, si vraiment ça a été suffisant ou pas. Mais pour nous, il faut maintenir cet effort et il faut maintenir l'effort de recrutement. On n'a pas un chiffre précis à donner en termes de demande de recrutement. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, le ministère se refuse à évaluer réellement de combien de magistrats nous avons besoin en juridiction et que les créations de postes sont très en deçà, tant pour les magistrats et encore plus pour les greffiers, en deçà des demandes qui sont faites en juridiction en fonction des besoins du terrain, des besoins réels. Alors, on va continuer ces débats, mais avant cela, je vous propose d'écouter la réaction de François-Noël Buffet. Vous savez, c'est le sénateur LR qui est co-rapporteur de ce projet de loi. Il s'est exprimé au micro de Tam Tranui il y a quelques instants. Écoutez.
François-Noël Buffet, le projet de loi justice est donc débattu à partir de cet après-midi. Au Sénat, un texte qui a été profondément modifié par la Commission. Tout d'abord au niveau du budget, que vous augmentez beaucoup plus que le gouvernement. Oui, nous considérons que le projet de financement prévu par le gouvernement est insuffisant. Insuffisant pour notamment obtenir l'objectif de construction de 15 000 places de prison, mais pas seulement, pour renforcer le nombre de magistrats, pour renforcer le nombre de greffiers, le nombre de conciliateurs. Donc nous estimons qu'on est largement en dessous. C'est le constat que nous avions, la proposition que nous avions faite en 2017 et nous souhaitons qu'elle soit retenue. Est-ce que ce n'est pas plus facile tout de même d'augmenter le budget quand on est dans l'opposition gouvernementale que quand on est aux manettes? La question, c'est que nous sommes sur un ministère régalien qui depuis longtemps est en grande difficulté et il faut rattraper le temps. Car le fait d'avoir une justice qui soit efficace, qui se passe bien... d'une gestion de la gauche et de la droite pendant des années aussi. Peut-être, mais en tous les cas, il faut maintenant passer ce cap et redonner à ce ministère tous les moyens qui sont les siens pour les Français, pour nos concitoyens qui ont besoin d'une justice de qualité, facile d'accès, accessible, des magistrats pour qu'ils puissent travailler dans des bonnes conditions. Nous avons besoin de remettre tout ce ministère à niveau. Et il y a urgence. Vous en avez parlé à l'instant, l'objectif de 15 000 places de prison, finalement, il sera tenu, mais pas sur le quinquennat d'Emmanuel Macron. Il sera tenu sur 2 quinquennats, a dit hier Nicole Belloubet. Pour vous, c'est une reculade? C'est un recul complet, puisque le président Macron avait annoncé 15 000 places sur le quinquennat. Ce n'est pas ce qui se passera. On nous dit même que peut-être 7 000 seront prêtes en 2022, à l'issue de celui-ci, mais nous n'en sommes pas certains du tout, et que 8 000 viendraient après. Le temps est long. Non, c'est vraiment un retour en arrière de la part du président de la République, qui ne construira peut-être même pas les 7 000 places à l'horizon 2022. Nous sommes très inquiets. Il y a eu beaucoup de retard qui a été pris, une impréparation de la part de la garde des Sceaux sur ce sujet? À ce jour, nous ne savons pas exactement si des lieux ont été retenus, les conditions dans lesquelles les acquisitions foncières pourraient se faire. Nous savons que les procédures sont très très longues et nous pensons qu'il y a quelque part peut-être même un recul philosophique sur le sujet. Donc il faut être très vigilant là-dessus. Alors enfin un mot peut-être de l'aménagement des peines. Que prévoit le gouvernement sur ce point et de quelle façon le Sénat a-t-il modifié le texte? Nous avons voulu donner au tribunal correctionnel tous les outils pour rendre ou juger donner des sanctions plus exactement qui soient efficaces, c'est-à-dire qui s'exécutent vite et qui soient adaptées à la personne qui est condamnée, notamment pour les peines de prison inférieures à 2 ans, où la règle était jusqu'à maintenant que la détention n'était pas obligatoire, on pouvait aménager les peines. Ce texte est revenu... Un examen même automatique pour voir s'il peut y avoir un aménagement. Absolument, nous sommes revenus à 1 année, et entre 1 mois ou 1 jour et 1 année, nous donnons au juge toute la liberté de choisir la peine la mieux adaptée, qui n'est pas forcément une peine de prison, effectivement, mais qui peut l'être, mais qui n'est pas forcément. C'est un enjeu extrêmement important en termes d'efficacité de la justice pénale. Et d'individualisation de la peine, parce que le juge qui condamne a réellement la main sur la peine? Absolument. Le juge a réellement la main sur la peine. Celui qui est condamné a conscience que ça va s'appliquer immédiatement. La victime est naturellement prise en compte et la société trouve cela parfaitement normal et respecte cela. Aujourd'hui, il y a une forme de défiance à l'égard d'un tribunal qui ne rendrait pas une décision qui serait appliquée que bien plus tard, ce qui n'est naturellement pas acceptable. On imagine bien sûr que cela va demander beaucoup de moyens pour ces tribunaux. C'est pour ça que nous voulons que le budget soit à la hauteur des enjeux. Si nous n'avons pas les 2 aspects des choses, nous n'aurons pas le résultat escompté. Bien, merci beaucoup François-Noël Buffet d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam. Je voudrais qu'on en vienne justement à cette question de l'exécution des peines, puisque le gouvernement veut faire de la détention à l'exception. Jérôme Gavaudan, que disent les avocats justement sur cette nouvelle échelle, sur la réécriture de l'échelle des peines? D'une manière générale, les avocats sont en position ouverte sur ces questions-là et nous, la profession plaide de manière systématique sur le fait que tout ce qui peut être alternatif à l'emprisonnement doit être favorisé. En ce sens-là, il n'y a pas d'observation particulière de la profession sur ces questions-là. Il n'y aura pas de problème de garantie des droits de la défense? Il n'y a pas de bouleversement de droits de la défense sur ces sujets-là. Nous serons vigilants effectivement à ce que les droits de la défense soient respectés, mais je pense aussi que les magistrats, d'une manière générale, sont attentifs à ce que les droits de la défense soient respectés. Donc il n'y a pas de crainte sur ces problématiques-là. Nous n'aimons pas les peines automatiques. Nous le disons, nous le redisons. Nous défendrons les droits de la défense, mais tout ce qui peut être alternatif à la peine d'emprisonnement, et de toute façon, et en toute hypothèse, à la décision des magistrats, ça nous paraît important, va dans le bon sens. Youssef Badr, sur ce point, sur cette nouvelle, justement, réécriture de l'échelle des peines. En fait, c'est... alors, en écoutant le sénateur Buffet, je ne peux pas empêcher quand même de dire que
Les magistrats, en fait, se décident toujours, ont toujours la libre appréciation. Donc les magistrats n'ont pas attendu aujourd'hui ou ce projet de loi pour se dire qu'ils prononceront la peine qu'ils estiment juste, heureusement d'ailleurs. Ils se prononcent en fonction des faits, en fonction de la personnalité, et c'est notamment pour ça qu'on a été formés. Je voudrais juste ajouter un élément sur l'échelle des peines qui me paraît important, c'est qu'en fait, on est parti d'un constat assez simple, c'est de se dire qu'aujourd'hui, en janvier 2018, de mémoire, il y avait à peu près 11 000 personnes qui purgeaient une peine inférieure à 6 mois. Or, l'administration pénitentiaire, les surveillants, les professionnels se sont tous accordés, les avocats se sont tous accordés pour dire que entre le moment où la personne est incarcérée, le moment où elle arrive en détention et le moment où avec les remises de peine elle va sortir, la peine d'emprisonnement n'a de sens pour personne. Personne. C'est-à-dire qu'elle n'a pas pu investir sa détention et au moment où elle sort, ça n'a pas de sens pour lui. Et qui plus est, quand la personne a un emploi, elle est totalement désocialisée. 10 000, ça correspond... Alors, c'est des chiffres mathématiques, hein, il ne s'agit pas du tout... Là, c'est justice, ce n'est pas des maths. Il ne s'agit pas du tout de dire 10 000 personnes en moins, ça résout le problème de la surpopulation carcérale. Mais on s'est dit, il y a quelque chose à faire là-dessus, sur cette nouvelle échelle des peines. Il faut qu'on est retombé sur la question, effectivement, des moyens, de se dire, certes, il faut essayer de faire en sorte que ces peines-là puissent être purgées à l'extérieur, mais de l'autre côté, il faut qu'on puisse dire aux magistrats, vous aurez des moyens sur les bracelets électroniques, vous aurez des moyens également sur les CPIP, les personnes qui vont pouvoir les suivre, vous aurez des moyens également sur les enquêtes de personnalité, c'est-à-dire faire en sorte qu'on puisse aller piocher rapidement des éléments de personnalité, de se dire, cette personne-là, par rapport au fait qu'elle a commis, par rapport à sa personnalité, on est en mesure de lui mettre un bracelet à son domicile, et par rapport notamment à une peine auquel moi je crois personnellement beaucoup, qui est le travail d'intérêt général, qu'on puisse dire au tribunal correctionnel, vous allez prononcer un travail d'intérêt général sur cette personne-là, et ce ne sera pas soit aller repeindre les murs de la mairie qui n'ont pas besoin d'être repeints, soit aller tondre la pelouse, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait une agence nationale des tiges et qui puisse dire au tribunal, sur tel secteur, vous avez tant de missions qui peuvent être mises à disposition de cette personne-là. Céline Parizeau, les sénateurs estiment que finalement le projet de loi, je cite, ne rompt pas avec l'hypocrisie du système de l'exécution des peines. Il y a toujours ces peines qui sont trop rarement exécutées, les peines prononcées. Est-ce que vous êtes d'accord ? Non, clairement pas. Effectivement, pour nous, cette nouvelle échelle des peines, elle n'est pas inintéressante. On verra si, là encore, les moyens sont à la hauteur pour les enquêtes de personnalité, les bracelets électroniques, les travaux d'intérêt général, qui sont effectivement une peine intéressante, mais qui demandent un gros investissement pour trouver des postes de travail d'intérêt général, pour trouver des personnes susceptibles d'accompagner physiquement sur le terrain, par exemple un employé de mairie, d'accompagner la personne condamnée, des personnels dans les services pénitentiaires d'insertion et de probation pour là faire un accompagnement sur le long terme dans le sens de la réinsertion. C'est un travail extrêmement complexe, l'exécution des peines, et il ne faut pas croire que parce qu'une peine n'est pas exécutée dans les 3 jours qui suivent son prononcé, elle ne le sera jamais. C'est pas du tout le cas. Il y a peu de peines qui sont exécutées très rapidement. Parce que l'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est pas d'enfermer la personne coûte que coûte dès qu'elle sort du tribunal. C'est de lui permettre de se réinsérer plus tard et qu'on ne la revoie plus. Et c'est un processus extrêmement complexe qui ne se fait pas dans les jours ou les semaines qui suivent la condamnation et qui se fait parfois, effectivement, des exécutions de peine arrivent à 1 an éventuellement après le prononcé de la peine. Mais ça n'est pas synonyme d'un dysfonctionnement. Romain Dupéré, sur ce point, justement, sur cette nouvelle exécution des peines, est-ce que Nicole Belloubet peut réussir justement à imposer un peu des peines alternatives à la prison par rapport à ses prédécesseurs notamment ? Écoutez, c'est notre souhait. Alors c'est vrai que c'est un sujet sur lequel le débat est moins entre les professionnels du droit que vraiment un débat politique. Et la difficulté, elle va être vraiment à l'Assemblée et au Sénat, vis-à-vis des extrêmes notamment, qui vont vraiment agiter le chiffon rouge sur ce sujet-là de la politique carcérale. Parce que d'un côté, on va nous reprocher d'être trop carcéral, de vouloir construire des places de prison dans une logique de plus enfermer. Ça, c'est sans doute une opposition de gauche qui va porter ce sujet. Alors de l'autre côté, on va nous reprocher d'être trop laxiste en favorisant les alternatives à l'emprisonnement. Cela dit, nous avons une ferme conviction qui est partagée justement par les professionnels du droit, et votre soutien nous est très précieux dans ce domaine, qu'il faut révolutionner le système des peines en France. Aujourd'hui, il y a plus de 70 000 prisonniers en France. C'est beaucoup trop, c'est beaucoup plus qu'il n'y a de places en prison, ce qui est indigne. Donc il faut construire des places pour pouvoir accueillir les détenus dans un temps relativement court. Là aussi, il y a un recul du gouvernement. On avait dit 15 000 places, on nous annonce 7 000 et 8 000 qui seront lancées, mais après 2022. Si vous me permettez, ne faisons pas de polémique là où il n'y a pas lieu d'en faire. On pourrait construire 15 000 places dans la précipitation pour satisfaire le sénateur Buffet. Ce n'est pas du tout notre vision des choses. Ouais. On veut faire des vraies places de prison nouvelles, où les prisonniers pourront notamment avoir une activité en prison, parce que l'oisiveté est une chose qui est vraiment perverse pour les prisonniers. Donc on veut éviter la l'oisiveté. Le garde des
Sceaux, Jean-Jacques Urvoas, avait déjà réfléchi à des emplacements. Il y avait déjà eu un travail qui avait été fait. Là, aujourd'hui, on nous dit c'est pas si simple, il faut trouver des terrains, notamment. Si vous me permettez de conclure là-dessus, effectivement, c'est un travail qui avait été commencé par M. Urvoas. Il y avait un rapport par M. Le Cerf qui lui avait été rendu au moment où il est parti. Donc, effectivement, on n'allait pas poser la première pierre le jour d'après son départ. Donc, c'est un travail qu'on veut faire sérieusement, en concertation avec les différentes parties prenantes pour vraiment avancer. Il y a le travail d'intérêt général qui est une vraie nouveauté. Et là, on voudrait que les professionnels du droit soient aussi des acteurs. Et par exemple, le CNB, le Conseil national des barreaux, on aimerait qu'il propose des places, notamment de TIG. Que ce ne soit pas simplement un promoteur, mais que ce soit un acteur du travail d'intérêt général. Et c'est une discussion qu'on a commencé à avoir avec des instances représentatives et qu'on poursuivra avec plaisir. Peut-être sur ce point, Jean Gabaudon. Oui, vous êtes directement interpellé. Je crains que si vous demandez aux avocats de placer les gens qui devraient être en détention et qui ne le seront pas, ce soit limité, parce que ce n'est pas un débouché très important. Mais je reconnais que l'idée ouverte vers les professionnels du droit que nous sommes peut cheminer, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais enfin, il ne faudrait pas que ce soit un gadget, pardon, mais voilà. J'aimerais dire un mot sur les territoires pour rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Je n'ai pas dit que les magistrats qui vont juger nationalement les injonctions de payer ne sont pas plus ou moins compétents que d'autres. Je dis que nous avons aussi un souci de maillage territorial. Or, le projet, qu'on le veuille ou non, porte en germe un assèchement du maillage territorial, une disparition risquée, en tout cas potentielle, de la justice de proximité, même si les choses ont évolué par la question du tribunal d'instance sur laquelle je ne reviens pas, mais l'hyperspécialisation, en tout cas la spécialisation des juridictions en première instance et potentiellement en cause d'appel, les spécialités dans les départements qui ont plusieurs tribunaux de grande instance, la liste des spécialités en matière pénale, ça veut dire qu'en réalité, par décret, le gouvernement pourra supprimer de fait toute essence d'un tribunal de grande instance, parce que si vous mettez la construction, les délits de construction, d'urbanisme, de droit du travail, d'infraction à l'environnement auprès d'une grande juridiction métropolitaine dans une région, mais par définition, à terme, le petit, du terme tribunal de grande instance, en tout cas le tribunal de grande instance périphérique, peut disparaître. Or, nous sommes, à la Conférence des bâtonniers particulièrement, attachés au mariage territorial. Il y a un sens à maintenir un lieu de juridiction, pas simplement un bâtiment, mais un lieu où les choses se disent et où le juge juge. Sur ce maillage territorial. Sur ça, malgré tout, le projet de loi reste dangereux. Alors, sur le maillage territorial, j'entends ce que dit Maître Gabaudan, c'est qu'effectivement, en fait, ce qui a été décidé par la ministre et par la chancellerie, c'est qu'en fait, sur les contentieux de grande technicité et de faible volume, donc c'est quelque chose qui est quantifié, en tout cas quantifiable, il pourra être prévu, mais ça, encore une fois, c'est à la concertation du chef de juridiction avec notamment les différents intervenants qui peuvent être les avocats, les élus ou d'autres personnes qui ont à connaître de ces questions-là, pourront être regroupés sur une juridiction lorsqu'il y en a plusieurs. La réalité aujourd'hui, c'est que vous avez dans certaines juridictions des magistrats en fait qui ont une triple ou une quadruple, voire beaucoup plus de casquettes. C'est-à-dire que on a des collègues qui sont JAF le matin, qui font un peu d'instruction parfois l'après-midi, qui le mercredi vont à la chambre de la construction et qui ensuite sont GEX, j'exagère à peine, notamment dans des petites juridictions. Vous voyez, sans débattre entre nous, vous avez dit le mot grande technicité. On avait même employé avec la ministre les mots de haute technicité et faible volumétrie. Ces deux adjectifs ont disparu du texte. Et voyez bien comment les choses se créent. C'est toujours à l'ordre du jour. C'est toujours à l'ordre du jour. Mais ce n'est pas plus dans le texte. Vous nourrissez les mêmes inquiétudes donc, ça n'a jamais été sur ce maillage territorial qui pourrait être un peu remis en cause. Cette inquiétude sur que sont des contentieux de faible volumétrie et de grande technicité. Bon, ça, c'est quelque chose qui méritera d'être discuté et voilà, qui méritera d'être effectivement assez contenu, parce qu'on n'est pas opposé à ce qu'il y ait des pôles pour ce type de contentieux complexes qui méritent que quelqu'un s'y consacre, peut-être pas à temps plein, mais presque. La difficulté, je parlais d'éloignement dans un tout premier temps quand on a débuté ce débat, d'éloignement du justiciable, c'est que, contrairement à ce que vous disiez, les juridictions, effectivement, on peut leur rajouter des contentieux. Néanmoins, il faut voir d'où on part. Quel socle on leur laisse. Et pour l'instant, ce socle, il est tout petit. Donc effectivement, on peut rajouter des choses. Ce qu'on leur laisse pour le moment aux chambres détachées, c'est un socle vraiment minimal, parce qu'on ne parle plus de tribunaux d'instance, on parle de chambres détachées dénommées tribunaux d'instance, qui est quand même à la limite de l'hypocrisie, mais là c'est un autre débat. On supprime, mais on ne supprime pas, et quand même on supprime du contentieux à l'intérieur, mais après on dit, vous inquiétez pas, on pourra vous en rajouter.
Si on part d'un tout petit socle, on peut toujours en rajouter. Il n'empêche que la juridiction chambre détachée et tribunal d'instance, elle demeure toute petite et tous les contentieux qui sont partis dans une autre juridiction, les gens qui en ont besoin devront aller voir ailleurs. Alors, juste sur la justice de proximité, après je voudrais surtout rebondir sur quelque chose qui a été dit tout à l'heure qui me paraît important. Sur la justice de proximité, à mon sens, et la ministre l'a dit et répété, je ne vois pas quelle est l'utilité, quelle est la logique de démanteler les compétences et l'activité d'un juge d'instance, dont on sait tous que le taux d'appel, je crois qu'il est inférieur à 5 ou 4%. Donc, oui, mais pourtant, la ministre, mais non, c'est pas ce qui est fait. Si. La ministre non, a bien dit, qui est fait. La ministre a bien dit qu'il y avait un certain nombre de compétences qui sont il y a de l'incompréhension, vous voyez bien. Mais je pense qu'effectivement, il y a de l'incompréhension, mais tout ce qui est la justice du quotidien, qui intéresse directement les justiciables, tout ce qui est le contentieux du surendettement, les tutelles, tout ce qui les touche directement sera conservé, sera fixé, sera soclé. Je crois que c'était l'annonce qu'elle avait faite récemment lorsqu'elle avait dit, effectivement, j'avais retiré au départ la spécialisation, puis je l'ai rajoutée parce que elle pensait qu'elle ne serait pas crue et que les gens lui disaient mais de toute façon ce que vous avez mis aujourd'hui on vous croit vous sur parole, grosso modo c'était ça le débat, c'était de dire on vous croit mais demain vous aurez un autre ministre de la Justice qui viendra et qui fera sauter un autre verrou et à terme en fait le juge va disparaître. Moi je peux pas concevoir en fait que le juge d'instance dont tout le monde est compétent pour dire que tout le monde est d'accord pour dire qu'il est parfaitement compétent et que c'est une justice indispensable pour les justiciables, qu'on puisse le démanteler. Je voudrais juste ajouter un élément sur ce qui a été dit tout à l'heure et notamment ce qu'a dit Marie-Aimée Perron parce que c'est quelque chose qui revient de manière récurrente sur l'aspect pénal qui est aussi très important. On n'arrête pas de dire que c'est un projet qui est liberticide parce qu'on augmente les pouvoirs du parquet. Je voudrais juste ajouter quand même quelque chose qui est très, très important, c'est que on donne peut-être des possibilités supplémentaires au parquet, mais c'est sous le contrôle du juge des libertés et de la détention. Le juge des libertés et de la détention, je suis sûr pour avoir fait 8 ans de parquet, n'est pas une caisse enregistreuse, n'est pas quelqu'un qui vient pour vous dire OK, amène à tout et qui vient valider. Le juge des libertés et de la détention retoque régulièrement des requêtes qui sont faites par le ministère public, à juste titre, parfois de manière tout à fait justifiée, mais toutes et sous le contrôle d'un juge des libertés et de la détention. Donc quand on dit que c'est un projet de loi liberticide, là-dessus je peux pas le. Peut-être la réponse de Jean-Luc Gabourin. La réponse n'est pas de dire qu'il y a plus de pouvoir au parquet et que ça serait en soi liberticide, c'est qu'il y a plus de pouvoir au parquet qui ne s'accompagne pas de pouvoir, en tout cas de moyens au profit de la défense et du contradictoire. C'est ça, c'est l'équilibre est rompu. C'est ça la thèse. Mais il y a quand même des éléments dans le projet de loi qui sont aussi faits pour les avocats. Je donne un exemple, mais la possibilité pour un avocat de faire annuler une perquisition lorsqu'il n'y a pas de poursuite dans les mois qui suivent et de formuler une requête auprès du juge des libertés et de la détention, ça aussi ce sont des éléments qui sont probants. Après la question c'est est-ce qu'on veut une procédure pénale efficace ou pas? On réserve aujourd'hui les techniques spéciales d'enquête à la criminalité organisée. Or tout le monde s'accorde à dire que plus personne les délinquants les plus chevronnés n'utilisent plus ces techniques-là, n'utilisent plus les téléphones, on recourt à d'autres techniques. À côté de ça, nous avons, alors qu'on n'a pas nécessité de saisir un juge d'instruction, un certain nombre d'enquêtes dans lesquelles ces techniques spéciales d'enquête pourraient s'y prêter et on n'ouvre pas la possibilité de le faire. Donc il y a aussi la dénonciation calomnieuse qui nécessiterait. Le délit de dénonciation calomnieuse nécessiterait de nouveaux pouvoirs. En tous les cas, le Sénat a réécrit le texte. Il y a eu beaucoup de modifications et les débats vont se poursuivre dans l'hémicycle. Merci à vous, Romain Dupéré. Merci, Jérôme Gavaudan. Merci, Youssef Ban. Merci à vous, Céline Parizeau. Vous le savez, on attend tous le remaniement. Interviendra-t-il dès aujourd'hui? Le flou demeure quant à l'annonce du remplaçant de Gérard Collomb et de possibles nouveaux entrants. Le scénario d'une démission d'Édouard Philippe, qui aurait d'ailleurs demandé un vote de confiance demain parlementaire, semble maintenant s'éloigner. Alors retour sur cette journée particulière avec Aurélien Romano. La journée a pourtant commencé comme une journée classique de remaniement. Le Premier ministre est reçu à l'Élysée pour travailler avec le Président de la République sur le nouveau gouvernement. Et pourtant, après 1h30 d'entrevue entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe, le Premier ministre rentre à Matignon sans avoir présenté sa démission. Le remaniement se fait donc toujours attendre. Le gouvernement entend montrer qu'il continue à diriger la politique du pays en se rendant aux questions d'actualité à l'Assemblée. Interpellé par le président du groupe Les Républicains qui parle de mascarade de remaniement, le Premier ministre reçoit une standing ovation des députés En Marche de la majorité avant de répondre. Dans cette majorité et dans ce gouvernement, aucune fébrilité, aucune impatience. Il y a la volonté de tenir les engagements qui ont été pris par le président de la République. Aucune impatience, le gouvernement reste au travail. Voilà le message martelé par Édouard Philippe, visiblement serein en ce jour de remaniement.
Et on retourne à la salle des conférences pour une nouvelle réaction avec vous, Tam Trani, avec le sénateur LR de l'Ardèche, Mathieu Darnaud. Oui, Mathieu Darnaud, on n'en finit pas d'attendre ce remaniement. Qu'est-ce que vous inspire cette séquence politique et notamment le long intérim maintenant assuré par Édouard Philippe au ministère de l'Intérieur depuis une semaine? Je crois que c'est une situation qui n'est pas des plus normales. On a du mal à imaginer, à penser que le Premier ministre puisse assurer maintenant depuis une semaine le rôle de ministre de l'Intérieur, d'endosser ces missions supplémentaires dans un temps où on a besoin d'un ministre de l'Intérieur à temps plein, investi pleinement sur ces missions, dans un contexte que tout le monde devine, avec les menaces terroristes, avec les problèmes de sécurité, malheureusement, qui sont toujours plus que d'actualité dans notre pays. Christian Jacob à l'Assemblée nationale tout à l'heure a parlé de tragicomédie et d'affaiblissement du pouvoir politique à propos de cette séquence. Oui, je crois que le Premier ministre peut feindre que tout est sous contrôle, qu'il y a une forme de sérénité au sein du gouvernement. Est-ce qu'il lui a effectivement répondu tout à l'heure ? Or, il n'en est rien. On devine aisément la difficulté à la fois de composer ce gouvernement. On a vu la démission quasi surréaliste de M. Collomb il y a une semaine, avec des propos dont on osait imaginer qu'un ministre de l'Intérieur sortant puisse les tenir. Ils étaient sûrement teintés de réalisme, mais quand même, ça interpelle, ça pose de véritables questions, notamment sur l'action de ce gouvernement depuis maintenant 18 mois. Donc on peut craindre effectivement qu'il y ait à la fois beaucoup plus d'instabilité que ne veut bien le concéder le Premier ministre, et puis la difficulté pour le président de la République de retrouver un nouveau souffle après une succession à la fois de démissions et de problèmes auxquels il est confronté. Et oui, on l'a dit, effectivement, le président de la République a besoin d'un nouveau souffle après la séquence compliquée qu'il a eue ces dernières semaines avec ses démissions en cascade notamment. Je crois qu'on est face à la réalité des choses. On a eu un président qui a voulu vraiment faire de l'hyper-communication. Or, aujourd'hui, il se retrouve dans le dur, confronté aux problèmes économiques, avec le poids de la dette, avec, j'allais dire, des sujets majeurs, notamment politiques, avec les démissions en cascade. 3 ministres d'État, c'est quand même pas rien. Ça montre à la fois qu'il y a des problèmes d'adhésion par rapport à l'action gouvernementale, et puis un manque évident de cohérence dans ce gouvernement. Et je crois qu'on peut s'inquiéter pour la suite. Certains de vos collègues, notamment dans votre groupe, jugent aussi que cela montre un problème peut-être de réserve, de force vive au niveau de la République En Marche pour pouvoir assurer la suite. Assurément, on voit qu'il y a un problème de casting, qu'aujourd'hui le Premier ministre et surtout le Président de la République a du mal à séduire, à aller chercher des forces vives, et puis avec un groupe qui a montré une capacité finalement à le soutenir dans la première année de son mandat, mais qui commence à s'interroger au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a des failles évidentes dans l'action gouvernementale, et on voit justement que ce nouveau souffle va être particulièrement difficile à trouver. Eh bien, merci beaucoup Mathieu Darnaud d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam, pour cette nouvelle réaction. Alors, on va tenter d'en savoir plus avec vous, Oriane Mancini, devant Matignon. Est-ce que vous avez quelques informations sur de possibles entrants ou sortants ? Bien non, Delphine, c'est toujours le flou ici autour de ce remaniement, mais Emmanuel Macron et Édouard Philippe veulent donner l'image d'un exécutif au travail qui ne se laisse pas bousculer par ce remaniement. Emmanuel Macron doit se rendre dans le 13e arrondissement de Paris, à la station F, à la rencontre de start-upers. Quant à Édouard Philippe, il a répondu comme si de rien n'était aux questions au gouvernement. Il a été interpellé, bien sûr, par l'opposition sur ce remaniement qui tarde, mais il a tenu à dire qu'il n'y avait aucune fébrilité, aucune impatience dans la majorité ni dans le gouvernement. Nous ne transigerons pas sur les engagements pris par le président de la République, a dit le Premier ministre. Voilà le message. Quant à l'agenda parlementaire, là non plus, il n'est pas bousculé. Il y avait 2 temps forts cet après-midi dans les 2 chambres. À l'Assemblée nationale, le vote solennel sur la loi Pacte qui a été largement adopté par les députés. Et puis le Sénat a commencé l'examen de la réforme de la justice portée par Nicole Belloubet. 2 textes importants et 2 séances qui se sont donc tenues comme si de rien n'était. Et pourtant, s'il y a peut-être un indice
à trouver sur ce remaniement, c'est dans l'agenda parlementaire qu'on pourrait le trouver, puisque 2 auditions étaient prévues au Sénat cet après-midi, celle de Jean-Yves Le Drian et celle de Frédérique Vidal. Celle de Jean-Yves Le Drian a été maintenue, mais celle de la ministre de l'Enseignement supérieur, eh bien, elle a été annulée. Alors faut-il y voir un signe? Rien ne filtre ici à Matignon. Édouard Philippe est rentré après les questions d'actualité au gouvernement et depuis, eh bien, c'est le calme plat. Merci beaucoup, Oriane. Et justement, vous venez d'en parler. On va prendre la direction de l'Assemblée nationale puisque la loi Pacte a été adoptée à une large majorité. Et on voit tout de suite les réactions avec vous. Elsa Mondin-Gava. Oui, Delphine, ici à l'Assemblée nationale, la loi Pacte a été adoptée. 361 voix pour, 84 contre. Alors, à mes côtés, la présidente de la commission spéciale, Olivia Grégoire, députée La République En Marche. Avec cette loi, vous promettez de transformer l'entreprise. Quelle mesure va transformer la vie des patrons et quelle mesure va transformer la vie des salariés? Alors, il y a à peu près, au moment où je vous parle, 130 articles dans le projet de loi Pacte. Donc, moi, j'ai beaucoup de temps et j'adore cette loi, donc je peux vous en citer des dizaines. Mais par exemple, je vous citerai pour les salariés la suppression du forfait social qui devrait permettre à nos entrepreneurs de libérer un peu plus et de mieux partager la valeur avec les salariés puisque ça ne leur coûtera plus rien que de partager la valeur en matière d'actionnariat salarié notamment. Pour les patrons et les entrepreneurs plus exactement, je dirais peut-être les seuils, ce que nous avons fait sur la suppression du seuil de 20 et le gel sur le seuil de 5 ans. Qui est important parce que c'était quelque chose qui bloquait le développement de nos entreprises. J'ajoute à ça, parce que j'y ai beaucoup tenu en tant que présidente de la commission spéciale, tout ce que nous avons fait aussi en matière de rebond pour les entrepreneurs et les entrepreneuses, les hommes et les femmes qui créent ces entreprises et qui parfois se plantent, pour qu'ils puissent revenir à la vie professionnelle et à la vie économique sans être stigmatisés. Nous avons donc beaucoup proposé en matière de rebond et j'en suis particulièrement fière. Il y a beaucoup de mesures, mais celles-ci répondent aux 2 questions que vous venez de me poser. Une loi équilibrée d'après vous, à la fois pour les patrons et pour les salariés? Je pense que c'est effectivement une loi équilibrée, mais vous savez, d'abord je parle rarement de patrons, je crois au sens des mots, je parle des entrepreneurs, des créateurs d'entreprises. Bien sûr, les créateurs d'entreprises, les salariés, mais aussi le rôle de l'entreprise aujourd'hui. Quel est le rôle de l'entreprise au XXIe siècle avec le sujet du code civil, de la raison d'être, de l'objet social, mais aussi le rôle de l'État dans notre économie avec les privatisations, l'actionnariat populaire et salarié qu'on va essayer de déployer au sein de ces grandes entreprises publiques. Donc je dirais qu'il y a la quadrature du cadre qui est là au sein de cette loi Pacte. Elle est effectivement lourde, technique, cohérente et ambitieuse. J'ai bon espoir que ces effets arrivent assez vite dans l'économie puisque notamment le forfait social sera voté au sein du projet de loi de financement de la sécurité sociale avec exécution dès janvier 2019. Donc ça va vite arriver en exécution. Merci beaucoup Olivia Grégoire. Vous l'avez défendu cette loi Pacte ici à l'Assemblée. Je l'ai défendu et je voudrais juste, puisque M. Daréville va parler dans quelques minutes et qu'il a fait un discours assez remarquable et remarqué, saluer très sincèrement la qualité du travail qu'on a eu avec l'ensemble des groupes d'opposition. On n'a pas toujours été d'accord, mais tout ça s'est fait avec un bon état d'esprit et dans un état d'esprit sans mauvais jeu de mots assez constructif malgré nos désaccords et pour avancer ensemble il faut être 2, donc je remercie globalement l'ensemble des groupes d'opposition dont le groupe GDR et M. Daréville. Allez, un bon état d'esprit mais des désaccords malgré tout. Pierre Daréville, vous êtes député du groupe de la gauche démocrate et républicaine. Cette loi vous l'avez combattue, vous avez voté contre, pourquoi ? J'ai voté contre parce que pour moi c'est une loi de déréglementation, de dérégulation, de privatisation. On y trouve tout l'attirail libéral possible et imaginable. J'ai dit à la tribune il y a quelques jours de cela, cette loi c'est la barbe du capitaine Caverne. Voilà, on peut y trouver tout un lot d'exonération de cotisations sociales, d'exonération d'obligations pour les employeurs à l'égard de leurs employés, etc. Voilà, donc je crois que c'est une loi qui va dans la mauvaise direction et qui s'inscrit dans la logique qui est poursuivie par le gouvernement depuis le début. Vous avez entendu Olivia Grégoire, il y a aussi de la participation pour les salariés, de l'intéressement, ça va dans le bon sens. Mais ça existait déjà. Ce qui est en plus, c'est les exonérations qui ont été votées. Et donc ces exonérations, elles vont se payer d'une certaine façon. Ça va être en moins, des ressources en moins pour la sécurité sociale, notamment pour financer l'assurance maladie, l'assurance vieillesse, etc. Bon voilà, donc là on a un véritable débat aujourd'hui sur l'utilisation des richesses. Et nous avons un gouvernement qui a une ligne très claire, une ligne libérale. On a eu un affrontement politique très fort dans l'hémicycle ces derniers jours à cause de cela. Et moi je combats ces idées-là parce que je pense qu'elles font beaucoup de mal à notre société et qu'elles ne permettent pas au contraire un développement nouveau de notre économie, un développement social, environnemental, économique.
Merci beaucoup donc pour ce débat ici, celle des 4 colonnes à l'Assemblée. Je vous rappelle que la loi Pacte, elle a été adoptée, 361 voix pour, 84 contre. Merci à vous Elsa pour ces réactions. Et nous, on retourne en séance au Sénat où c'est la réforme de la justice qui occupe les parlementaires. La discussion générale a débuté cet après-midi. On va faire un point avec vous, Alexandre Poussard, sur l'avancée des débats. Écoutez Delphine, dans cette discussion générale, il a été beaucoup question de la hausse du budget de la justice. On sait que le texte du gouvernement prévoit une hausse de 24% en 4 ans. Alors ces moyens supplémentaires, ils vont aller à l'administration pénitentiaire, aux magistrats, au ministère de la Justice, mais ce n'est pas assez ambitieux pour les sénateurs qui, eux, souhaitent une hausse de 30% en 4 ans. Et la commission des lois du Sénat a pointé une contradiction dans la méthode du gouvernement, c'est-à-dire redonner des moyens, mais en même temps faire des économies pour la justice. Écoutez le sénateur socialiste Jacques Bigot sur ce point. En même temps que vous faites une proposition assez ambitieuse de moyens financiers qui devrait permettre de sortir pour partie des difficultés de la justice, sans doute que pour partie, vous proposez des réformes qui sont dictées essentiellement par des manières de faire des économies et de limiter le recours à la justice et de ne pas engourdir la justice. Et oui, une réforme pour faire des économies, et notamment sur la numérisation avec des procédures entièrement numériques, notamment pour les petits litiges. Alors les sénateurs craignent qu'avec la fracture numérique du territoire, certains citoyens n'aient plus accès à la justice. Ils veulent donc par exemple maintenir la possibilité de procédures physiques pour ces petits litiges. Donc vous le voyez Delphine, les sénateurs ont critiqué le « en même temps » typiquement macronien pour cette réforme. Merci à vous Alexandre pour vos explications. Et on en vient au second débat de Sénat 360 avec cette question. Le remaniement, c'est pour maintenant ? Et mes invités pour y répondre sur ce plateau, Marc-Olivier Padis, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur des études de Terra Nova. Également sur ce plateau, Alexandre Vatimbella, bonjour, politologue, directeur du Centre de recherche et d'études du centrisme. Frédéric Dabi est également avec nous. Bonjour Frédéric, bonjour. Directeur général adjoint de l'IFOP. Et puis Anne-Claire Ruel, bonjour. Vous êtes enseignante en communication politique à l'Université Paris 13. Première question pour vous, Anne-Claire Ruel. Que dit finalement cette séquence ? On nous annonçait peut-être la démission d'Édouard Philippe ce matin, il n'en est rien. Il y a beaucoup de flou, beaucoup d'incertitudes aujourd'hui en ce qui concerne à la fois l'ampleur du remaniement, mais aussi un potentiel vote de confiance qui serait de nouveau demandé par le Premier ministre aux parlementaires demain. Oui, c'est un peu du Giraudoux. La guerre de Troie aura-t-elle lieu ou pas ? On ne sait pas, on attend. Le cas échéant, en fait, effectivement, Édouard Philippe et Emmanuel Macron misaient beaucoup sur cette histoire de remaniement pour changer la séquence. Et évidemment entrer dans une nouvelle période qui donnerait l'impression que l'entrée en politique et la rentrée de septembre commencent réellement, alors qu'on est quand même au mois d'octobre. Avec le flou artistique qui se passe, alors je vous rassure tout de suite, tout le monde n'est pas rivé sur son écran à essayer de savoir, comme nous, qui sommes des geeks passionnés de la politique, quel poste va être occupé. Mais malgré tout, les Français ont quand même entendu cette petite musique et ces démissions successives, et notamment cette démission du ministre de l'Intérieur, qui est importante quand même pour les Français. Et donc je pense qu'ils attendent beaucoup. En communication de crise, quand on dit qu'on communique tardivement, quand on s'engage sur un délai, ça donne l'impression de panique. Et quand on a du no comment, quand on dit qu'on n'a pas de commentaires et qu'on ne sait rien du tout, c'est associé à une forme de culpabilité. Donc là, voilà, c'est ça qui émaille tout ça. Donc culpabilité, évidemment, là, il ne s'agit pas de culpabilité, mais peut-être d'une forme de désorganisation, à voir ce qui va suivre. Alors qu'au contraire, Frédéric Dabi, on a vu cet après-midi Édouard Philippe serein répondre aux questions d'actualité à l'Assemblée nationale. L'exécutif veut montrer qu'il est au travail. Il n'y a pas vraiment de chamboulement de l'agenda parlementaire aujourd'hui. Oui, il n'allait pas ne pas répondre aux questions au gouvernement. C'est dans sa mission. C'est vrai que on attend peut-être beaucoup trop de ce remaniement s'agissant de son impact. On sait très bien que les Français ne s'y intéressent que modérément, s'ils sont plutôt sur une logique de résultat de l'action publique que d'une logique de casting, même si telle ou telle personnalité nouvelle pourrait créer un petit électrochoc. On sait aussi qu'un remaniement large ou technique intervenant après une défaite électorale, c'est très souvent le cas, ou bien hors période électorale, ne change
finalement pas grand-chose à une situation de popularité ou le plus souvent à une situation d'impopularité. On sait très bien que la portée symbolique de cet événement est extrêmement court. Maintenant, comme le disait Anne-Claire Ruel, il y a l'idée que c'est un moyen de reprendre la main. C'est un moyen de reprendre la maîtrise de l'agenda politique que nous a dit la séquence récente depuis l'affaire Benalla, aussi bien cette affaire que d'autres petites phrases du président, que le départ depuis la fin août de 2 ministres d'État qui étaient tout simplement, notamment Nicolas Hulot, le plus populaire dans le baromètre fiducial pour Match, c'est que le président voyait les événements s'imposer à lui et qu'il avait perdu la maîtrise de l'agenda. Là, c'est un moyen de faire reset, c'est-à-dire de peut-être revenir à une période hantée avant cet été horribilis et cette rentrée extrêmement compliquée. Je doute quand même que ce soit le signe avant-coureur d'une reconquête dans l'opinion publique. Ouais. Alexandre Batimbella, il y a pourtant urgence, on voit bien, vous avez parlé d'été horribilis, on a même parlé d'un été meurtrier. Est-ce que ce remaniement pourrait donner un nouveau souffle? C'est la formule employée par Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale. Alors moi je serais un peu partagé dans le sens où effectivement, il y a eu des événements qui se sont passés, des affaires, pas affaires, on peut en discuter jusqu'à plus soif. Est-ce qu'il y a besoin, là, que Macron fasse quelque chose de particulier pour donner un nouveau souffle, ou simplement continuer son action et montrer que son action va continuer, parce qu'on rappelle quand même que les Français attendent encore des réformes. Alors, ils disent que les réformes ne vont pas assez loin, pour une partie, qu'il y a plus de réformes qui sont en vue, etc., alors qu'il y en a un certain nombre qui sont programmées. Donc je pense que là, cet événement, effectivement, hein, soyons clairs, Emmanuel Macron est contraint de le faire, je veux dire, avec le départ de Gérard Collomb, auquel il ne s'attendait pas. Mais je pense que reprendre la main, c'est aussi montrer qu'il peut maîtriser à la fois le temps, hein, mettre des horloges si on veut, etc. Enfin bon, tout ce genre de choses. Mais et en même temps que, voilà, bon, comme il l'a fait quand il a nommé son premier gouvernement, hein, je veux dire, tout le monde l'attendait, on disait mais pourquoi ça vient pas, mais il n'arrive pas à le faire, mais il a vu des gens qui, etc., et qu'il a voulu maîtriser le temps, alors, et maîtriser en fait la fonction en disant c'est moi qui décide, c'est moi qui vais dire à quel moment, c'est moi qui vais dire, les médias attendent mais qu'ils attendent, les politologues attendent mais qu'ils attendent, etc. Donc je ne sais pas, je veux dire que je crois que il y a plusieurs interprétations possibles aujourd'hui sur cette séquence qui commence. Oui. Quelle est la vôtre, Marc-Olivier Padis? Puisque c'est intéressant ce que vient de nous dire Alexandre Batimbella. Il veut peut-être aussi laisser les gens dans l'attente pour montrer que c'est lui qui décide. C'est pourtant ce qu'on lui reproche aussi, de peut-être trop décider tout seul, Emmanuel Macron. Oui, il y a une borne chronologique qu'on a tous en tête, c'est qu'il y a un Conseil des ministres en général le mercredi matin. Donc de bousculer cet agenda-là, c'est vrai que ça donnerait quand même le sentiment de quelque chose de pas tout à fait au point. Et donc maintenant que la déclaration soit faite à 13h ou à 20h, ça gêne les bavards comme nous, mais pour le reste, c'est vrai que ça bouleverse pas énormément. Je crois qu'après, la question qui est posée, c'est celle de la cohérence du projet politique du président. C'est-à-dire la comparaison des deux démissions est intéressante de ce point de vue-là. C'est-à-dire que la démission de Nicolas Hulot, c'était quand même un déséquilibre du positionnement politique du gouvernement, puisque Nicolas Hulot était quand même une grosse caution du côté, en tout cas, d'un renouvellement, de la transition écologique, etc. Gérard Collomb, politiquement, il n'incarne pas quelque chose d'aussi fort. Il n'apporte pas quelque chose d'aussi fort pour Emmanuel Macron. C'est quelqu'un largement de l'ancien monde, c'est un notable de province, c'est quelqu'un qui est au PS depuis toujours. En revanche, c'est gênant parce que c'est un ministère régalien. Donc c'est surtout ça qui a du poids. C'est pas Gérard Collomb en tant que personnalité politique, c'est un ministère régalien qui est vraiment sous les feux de l'actualité. Évidemment, le ministère de l'Intérieur, c'est très important, alors que le ministère de Nicolas Hulot est en train de gagner de la centralité, mais ce n'est pas un ministère aussi central. Et donc la question, c'est maintenant, il y a un déséquilibre. Il faut montrer qu'il a autour de lui des personnes qu'il peut faire venir dans son gouvernement
capable d'occuper un poste régalien alors que, disons, le nouveau monde macronien n'a pas fait émerger de personnalités vraiment importantes. Et donc, il faut qu'il arrive à garder la cohérence de son message politique. Je pense que ça, c'est plus difficile actuellement. Alors, avant de venir sur le profil pour remplacer Gérard Collomb, je vous propose de réécouter justement Édouard Philippe, on le disait, qui a répondu à une interpellation de la droite sur justement cette absence de remaniement aujourd'hui. Écoutez. Dans votre question, vous évoquez, je vous cite, et j'espère ne pas me tromper dans la citation que je vais faire, l'étroitesse, entre guillemets, de cette majorité politique. Comment vous dire, Monsieur le Président Jacob? Il se trouve que dans notre système, la majorité est déterminée par des élections et que les élections donnent un résultat qui se voit ici, et que je ne vois rien d'étroit dans cette majorité, que je ne vois rien de fragile dans cette majorité, que je ne vois rien d'inconséquent dans cette majorité, mais que je vois au contraire des hommes et des femmes qui ont envie de tenir les engagements qui ont été pris par le Président de la République devant les Français. Et puisque je vous ai écouté avec attention, Monsieur le député, je voudrais vous dire quelque chose. Dans votre question, j'ai entendu quelque chose qui m'apparaît relever d'une forme de fébrilité et d'impatience. Elle ne m'a pas complètement surpris. Mais je veux vous rassurer, Monsieur le Président, il n'y a dans cette majorité et dans ce gouvernement aucune fébrilité, aucune impatience. Il y a la volonté de tenir les engagements qui ont été pris par le Président de la République. Aucune fébrilité, aucune impatience, nous dit Édouard Philippe, Anne-Claire Ruel. Bien évidemment, c'est une posture. Que pouvait-il ajouter d'autre par rapport à l'interpellation de Christian Jacob? Évidemment qu'il est là pour tenir la maison. Il le fait assez bien, on le voit avec son anaphore. C'est vrai qu'il est... il est là, en fait, il ressort un peu renforcé de cette séquence, on l'a dit beaucoup, et certes c'est une construction un peu médiatique, puisque à chaque fois que vous savez que vous avez un exécutif avec notamment le Premier ministre qui ressort un petit peu, évidemment qu'on va créer une dualité, évidemment qu'on va parler de loyauté, et évidemment qu'on va parler d'éventuelles trahisons, mais malgré tout, c'est vrai que sa stratégie des petits pas, il est arrivé quand même assez discrètement. C'était pas, le moins qu'on puisse dire, un marcheur de la première heure du tout. Et il s'impose au fil du temps. La question étant, est-ce que finalement, il a été surtout loué pour sa sobriété et son humilité en comparaison à Emmanuel Macron qui était perçu comme quelqu'un de plutôt arrogant, mais finalement il mène la même politique, donc finalement ce sont les deux facettes d'une même politique. Daly, ensuite Alexandre Mathieu. Oui, ce qui vient d'être dit est confirmé par les enquêtes d'opinion dans l'enquête IFOP fiduciale pour Match qui a été lâchée ce matin. Animé, hein. On voit qu'il progresse assez fortement, avec également Jean-Yves Le Drian, avec également Gérard Collomb. C'est intéressant de voir qu'il y a deux personnalités politiques qui viennent de quitter la scène. Manuel Valls qui recule de 7 points dans cette enquête. Tout se passe comme si les Français n'avaient pas compris sa décision sa tentation de Barcelone, si je puis dire, quand dans le même temps, alors que la critique sur l'abandon, comme ça a été dit tout à l'heure, d'une mission essentielle de service public, à savoir la sécurité des Français, n'a pas été préjudiciable à Gérard Collomb. Et c'est vrai qu'on voit un peu le même phénomène qui s'est produit sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, où François Fillon était systématiquement plus populaire que le président Sarkozy et construisait sa popularité en contraste. Ce n'était pas le cas encore jusqu'à quelques mois, mais on voit très bien qu'avec l'incompréhension chez beaucoup de Français de petites phrases, d'éléments liés à l'incarnation d'Emmanuel Macron, on voit un Édouard Philippe sobre, qui est vu comme totalement loyal vis-à-vis du président, qui est vu comme appliquant strictement le programme présidentiel dont il ne faisait pas partie, hein, vous avez raison de le dire. On a cette image qui se construit, et c'est un atout sur lequel Emmanuel Macron pourra compter, notamment pour retrouver cette cohérence dont vous parliez tout à l'heure. Et c'est vrai que la période récente, les péripéties quotidiennes dont a parlé le président sur son incarnation de la fonction, surtout, ont fait surtout du mal en termes de brouillage et de perte de cohérence de l'action de l'exécutif.
Moi, je voudrais revenir sur l'impatience. Je pense qu'il y a des gens qui sont très contents aujourd'hui, c'est ceux du MoDem, le mouvement démocrate. A priori, ils devraient être bien servis et ils le demandent depuis longtemps. Ils le demandent depuis 2017, depuis que Bayrou et de Sarnez ont dû quitter le gouvernement parce qu'ils étaient effectivement dans l'affaire des attachés parlementaires européens et non pas parce qu'ils ont voulu partir ou parce qu'ils ont été démissionnés. Donc il faut le rappeler quand même, je veux dire, parce qu'il y a des gens qui lient Collomb, Hulot, Bayrou, c'est des choses totalement différentes et surtout Bayrou a dû partir parce qu'effectivement il y avait une possible mise en examen. Donc voilà, le MoDem est revenu dans le jeu. Il est revenu dans le jeu en n'oubliant pas que, encore une fois, je veux dire que si Macron n'avait pas été élu, aujourd'hui le MoDem aurait 0 député. Donc je veux dire, il ne faut pas oublier ça. Je veux dire que c'est une chose vraiment importante, c'est-à-dire que le MoDem peut gesticuler en disant on va, etc. Mais on peut penser qu'effectivement aujourd'hui, avec les difficultés politico-médiatiques de Macron, le MoDem fait, je dirais, sa vraie entrée dans la majorité, dans le sens où on va peser, non pas peser en tant que chiffre, encore une fois, je veux dire, la République En Marche a autant de députés qu'elle veut pour être majoritaire, mais on va peser politiquement, et c'est ce qu'attend Bayrou depuis 2017, c'est-à-dire de dire, voilà, j'ai soutenu Macron, je l'ai fait élire, ça on peut encore le discuter, mais je veux dire, j'ai soutenu Macron, j'ai pas été bien servi, on sert à rien ou pas à grand-chose, on fait des petites lois, des petits amendements, etc. Là, peut-être, on va rentrer au gouvernement avec des ministères importants, parce que là, ils ne le sont pas jusqu'à maintenant, et on va peut-être aussi, dans le jeu parlementaire, avoir un peu plus de pouvoir. On sera attentif, effectivement, à ces équilibres. On voyait à l'instant les images d'Emmanuel Macron, il est à la French Tech, il est auprès des jeunes entrepreneurs. Marc-Olivier Padis, beaucoup appellent aussi à l'exécutif à mettre un coup de barre à gauche dans ce remaniement. Il y a aussi aujourd'hui eu ces manifestations des retraités. On va peut-être voir les images dans un instant avec beaucoup de gens dans la rue finalement. On parle de 50 000 personnes. Là, il faut aussi que l'exécutif en tienne compte au moment où il est peut-être encore en train de réfléchir aux derniers ajustements de son gouvernement. Oui, effectivement, ça renvoie à la question du positionnement politique, de l'équilibre politique du gouvernement. Et en fait, il y a deux lignes dans la composition du gouvernement. Il y a une ligne sur les équilibres politiques gauche-droite, donc faire exploser les frontières anciennes et faire prendre des gens d'un peu partout. Ça, il l'a très bien fait dans un premier temps. Et on a plus de mal à imaginer aujourd'hui quelles pourraient être les grosses prises politiques à gauche ou à droite qui viendraient s'associer. Et puis il y a un deuxième axe dans le gouvernement qui est le fait de faire rentrer des personnalités de la société civile. Et parmi les ministres qui réussissent bien, Jean-Michel Blanquer, Muriel Pénicaud, Agnès Buzyn, on voit bien ces personnalités type société civile qui réussissent assez bien. Et ça, c'est moins compliqué comme équation de faire rentrer des personnalités nouvelles. Sauf que à l'intérieur, ça semble difficile d'avoir une personnalité d'un profil société civile. Il faut quand même quelqu'un qui ait un poids politique, qui représente quelque chose. Il y a beaucoup de noms autour du successeur potentiel. On a parlé dans un premier temps, effectivement, d'un profil plus technique. Votre avis, peut-être Anne-Claire Ruel, sur le remplaçant de Gérard Collomb? Il faut un profil politique. Pourquoi? Parce que c'est un ministère qui est directement lié aussi à la cartographie électorale. Donc évidemment que c'est un enjeu extrêmement éminemment politique. Il faut, c'est pas un petit ministère et on comprend que ça bloque à ce niveau-là. Un profil trop technique serait certes intéressant en termes de fonctionnement, mais encore une fois, voilà, il y a une dominante politique qui est assez majeure. On a élaboré aussi la proposition d'un ministère bicéphale. On verra ce qu'il en est. Ça semble peu probable. Oui, là, en fait, on va toucher à la philosophie de ce gouvernement Philippe III, si Édouard Philippe démissionne et s'il est reconduit comme Premier ministre, ça, ce n'est pas il n'y a pas de doute, je pense, là-dessus. C'est est-ce que ce gouvernement va continuer à être sur une dualité de personnalité politique, d'élus, sachant que Gérard Collomb est parti, et en même temps, en parallèle, ce gouvernement de techniciens, d'experts qui, pendant très longtemps, a répondu je dirais positivement aux attentes des Français. Même si les ministres étaient peu connus, vous avez cité Jean-Michel Blanquer qui a gagné de la crédibilité, de la notoriété, Marlène Schiappa également qui a incarné la thématique de
d'égalité femmes-hommes. Il y avait un gouvernement de techniciens qui répondait à l'imaginaire des Français que l'on voit dans des enquêtes qualitatives. Le gouvernement idéal, c'est une sportive au sport, un DRH à l'emploi ou un médecin à la santé. Mais on a vu au moment de crise particulièrement importante, je pense à celle des gardiens de prison, je pense à celle dans les EHPAD, la crise que connaît également l'hôpital, le poids insuffisamment politique de ces ministres techniciens jouait des tours. Et ça a fini par dessiner un président extrêmement esseulé qui n'avait pas de relais. Maintenant, c'est ce que l'on saura dans quelques heures, est-ce qu'on va rester sur cette orientation bicéphale, ministre politique et éléments plus relevant de société civile de l'expertise, ou est-ce qu'il y aura un coup de barre vers un des deux leviers de la composition de ce gouvernement? Mais c'est vrai que c'est la question, tout l'enjeu de ce remaniement, c'est où sont les hussards d'Emmanuel Macron? Il lui faut absolument des ministres qui gèrent la parole, et qui gèrent la parole notamment en temps de crise, pour faire de la politique. C'est-à-dire que c'est vrai qu'en tant que technicien, c'est important de gérer évidemment le ministère, mais il faut se protéger aussi. Et pour l'instant, qui le protège? Édouard Philippe, mais Édouard Philippe seul. Alors c'est intéressant en termes de construction et de ratissage pour l'électorat. On voit très bien, voilà, Emmanuel Macron à la French Tech, il continue sur sa lancée. Édouard Philippe qui rassure le centre droit, mais c'est pas suffisant. Les présidences précédentes avaient beaucoup on peut formuler énormément de critiques, mais ils avaient au moins des électorats qui correspondaient aux ministres. Donc c'était à chacun son électorat, tous au service de l'Élysée. Si on pense à Nicolas Sarkozy, c'était NKM pour la modernité, Guénaud et Guéant, voilà, la droite conservatrice et puis le côté un peu gaullien. Donc vous aviez à chaque fois des électorats différents qui protégeaient le président d'une certaine façon. Et on ne retrouve pas ces équilibres selon vous dans l'exécutif actuel. Je voudrais aussi qu'on parle des collectivités territoriales, puisqu'on est ici au Sénat et on sait qu'Emmanuel Macron justement a du mal avec les territoires. Il promet d'ailleurs des initiatives. Est-ce que là aussi, dans le prochain remaniement, il faudrait davantage d'attention portée à ces collectivités, Marc-Olivier Padis? Oui, c'est aussi un peu une ligne de critique de l'opposition qui attaque beaucoup sur le thème de l'oubli des territoires, de la France oubliée et ainsi de suite. Mais je crois que ça renvoie effectivement à ce qu'on a déjà dit un peu sur les relais, c'est-à-dire il y a l'Élysée, une bonne articulation avec Matignon, très bien, mais c'est quoi les relais plus largement? Et c'est vrai que la manière dont le groupe centriste avait été traité montrait bien, disons, la difficulté d'élargir, de trouver une assise plus grande, mais c'est aussi tout le rapport au reste de la société, les syndicats, les associations, les collectivités locales aussi, qui ne sont pas des corps intermédiaires, mais enfin qui font quand même partie de ces relais dont on a besoin. Et ça, je crois que c'est un problème institutionnel qui est, disons, de la puissance de l'élection au suffrage universel du président de la République. C'est que ça peut donner le sentiment à l'occupant de l'Élysée que il a les leviers en main. Et en fait, il faut se rendre compte que non, il y a aussi une société, il y a un pays, tout ne part pas d'une impulsion d'en haut. Et disons, là, le temps d'apprentissage est un peu long. Oui, sur les territoires, il faut, c'est assez intéressant, on voit que la droite fait ce qu'a fait la gauche dans les années 80, c'est la reconquête ou la conquête du pouvoir, dans les années 70 et 80, la conquête du pouvoir par les territoires, c'est-à-dire qu'effectivement le Parti Socialiste a gagné des villes, des départements, etc., et remonté vers le pouvoir. Et là, si on regarde effectivement les trois associations des maires, des présidents de conseils départementaux et régionaux sont tous à droite, je veux dire Hervé Morin s'alliant de plus en plus effectivement avec la droite plutôt qu'avec le centre. Donc je veux dire que cette reconquête se fait par là. Donc c'est assez commun. Bon, ils ont perdu effectivement le pouvoir central, donc ils essaient de remonter par les territoires, même s'il peut effectivement y avoir un problème. Je pense que en fait Macron a surestimé peut-être la capacité qu'il avait de gouverner en plusieurs périodes. Et que la première période, il l'avait dit, encore une fois, ce sera des réformes, elles seront impopulaires, je le sais, etc. Il l'a redit encore il n'y a pas longtemps, les réformes ça rend impopulaire, etc. Et puis il y aura la deuxième où vous verrez, je dirais, toutes ces réformes
réformes seront effectivement un petit peu contrebalancées par un certain nombre de mesures sociales, etc. Et puis, ça a commencé avec le plan pauvreté, voilà, et qui n'a pas encore été voté, donc qui n'a pas encore été discuté, etc. Et à la fin, je dirais, il y aura un équilibre. Or, le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec le temps politico-médiatique, je dirais, dès la première année, si on n'a pas des résultats, on est dans le trou. Et donc là, encore une fois, je veux dire que n'importe quel autre président aurait peut-être été dans la même problématique, sauf que lui, effectivement, il a voulu séquencer effectivement un petit peu son quinquennat en disant d'abord les réformes et vous allez voir, elles vont être dures, etc. Parce que sinon, après, je ne pourrais pas les prendre, etc. On connaît la période des 100 jours hypothétique, etc. Mais en tout cas, je veux dire, il faut vite faire les réformes quand on peut le faire parce qu'on a, effectivement l'opinion publique avec soi. Je veux dire qu'aujourd'hui, on l'a quoi ? Même pas, je veux dire, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc, et après, on est dans le dur. Et là, il a continué. Donc, aujourd'hui, la deuxième séquence qu'il voulait sans doute faire après les élections européennes, etc., il est quasiment contraint de le faire maintenant par rapport à des réformes qui sont encore à faire, etc. Donc, je veux dire que la lisibilité, effectivement, de l'action gouvernementale est floue. Mais je veux dire que je pense que là, il s'est planté sur cette idée que lui, il aurait du temps. Même si, je partage ce que vous dites, mais il a quand même eu beaucoup plus de temps que ses 2 prédécesseurs, que c'était dur. Rappelez-vous de François Hollande, qui avait aussi essayé de se trouver du temps, 2 ans de réforme, 2 ans de moisson, que c'était dur dans une logique de bipolarisation, quand la droite, sous François Hollande, ou la gauche, sous Nicolas Sarkozy, avec le bouclier fiscal, vous attendez au coin de la rue, dès après les 100 jours. Emmanuel Macron a eu beaucoup plus de temps, et je dirais même qu'il a encore du temps, puisque les oppositions sont plutôt, comme vous l'avez dit, au niveau des collectivités territoriales, où il n'y a quasiment pas de marcheurs, et il bénéficie toujours des conséquences du Big Bang électoral qu'il a provoqué, à savoir des oppositions qui restent quand même malgré tout, si elles se sont coagulées une fois pendant l'affaire Benalla, au-delà de ça, elles restent éparpillées, relativement affaiblies. Maintenant, les impatiences, les difficultés, c'est notamment face aux Français qui demandent de plus en plus fortement des résultats. Et c'est très intéressant justement parce que finalement, l'ennemi numéro 1 d'Emmanuel Macron, c'est finalement Emmanuel Macron. C'est ça qui est assez intéressant, c'est-à-dire que la Macronie s'attaque elle-même, elle s'attaque sur plusieurs points. Elle s'attaque parce que finalement, à faire venir des personnalités de la société civile, on n'a pas d'ancrage aussi territorial, et donc on le paie aussi aujourd'hui pour ce qui était des collectivités. On a aussi le fait que finalement, Emmanuel Macron s'est assez coupé de tous les corps intermédiaires dont on a parlé précédemment, qu'il s'est replié sur certes, il a ce qu'on appelle une bande au sein de l'Élysée qui le protège, mais il n'a pas de relais politique pour vraiment s'afficher et le protéger dans ce sens-là. Donc effectivement, la Macronie s'attaque à elle-même. C'est une sorte de maladie un peu auto-immune qui lui arrive. Alors le remède, ça serait d'institutionnaliser le mouvement, de créer quelque chose de beaucoup plus pérenne, mais la difficulté, c'est évidemment la question du timing, on l'a vu. Alors après, quinquennat, pas un quinquennat, repasser un septennat, est-ce que c'est les institutions ou pas voilà, la question reste entière. Mais ouais, c'est assez problématique comme question. Je voulais juste ajouter qu'en fait, les poids lourds, il en avait 2. Il avait Collomb, il avait Bayrou. Et Bayrou n'a pas joué le jeu. Bayrou, effectivement, a été dans ce que Jacob a dit effectivement au gouvernement. Maintenant, il est avec vous, débrouillez-vous, etc. Il est dans l'opposition. Je veux dire, Bayrou, qui a construit le mouvement démocrate depuis 10 ans, dans l'opposition totale, opposition à Sarkozy, opposition à Hollande, etc. Et il n'a pas été capable, ou n'a pas voulu, voulu être totalement dans la majorité, reste toujours dans une certaine opposition, on le voit dans les critiques, etc. Or, Bayrou aurait dû être ce relais. Il a été consulté pour ce remaniement. Oui, mais il aurait dû être dans ce relais réellement tout le temps dans les paroles, oui. comme Collomb aurait pu l'être. Sur ce remaniement, on parlait tout à l'heure, on n'en connaît pas encore l'ampleur. Ça va vraiment permettre de tourner la page, d'avoir un nouveau chapitre qui peut s'écrire pour les mois à venir. Moi je pense que c'est toujours quand même un outil institutionnel qui est à la disposition du président, et donc ça jouera en sa faveur, mais c'est pas là-dessus que les choses définitives se joueront. C'est quand même plus effectivement sur les résultats que les Français attendent. Il y a aussi des enjeux européens, internationaux, il y a des sujets quand même très très forts, mais c'est vrai que s'il pouvait renforcer son équipe et avoir des gens plus forts pour le protéger, ça le sortirait de beaucoup de difficultés dans lesquelles il s'est mis. Oui.
avant de terminer ce débat, sur l'ampleur de ce remaniement. Là aussi, on a très peu d'indicateurs ce soir. Oui, très peu d'indicateurs. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a 3 choses à vérifier en termes de communication et communication politique présidentielle. Vous avez le style d'Emmanuel Macron. Alors actuellement, il est assez décrié. Vous avez Édouard Philippe qui fait le contrepoids, effectivement, en termes de style. Vous avez le programme, je vous rejoins. Le programme, il va essayer de le maintenir. Et donc ça, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, c'est quelque chose qui est un socle pour Emmanuel Macron. Et puis, vous avez les résultats qui se font attendre. Est-ce que ils se font attendre par définition, puisque voilà, un quinquennat, c'est assez court. Et vous avez une méthode. Et c'est sur la méthode qu'il peut changer les choses. La méthode, c'est quoi? C'est communiquer avec l'ensemble des corps intermédiaires. Communiquer, ça ne veut pas dire justement avoir une communication verticale. Changer de méthode, on verra si le remaniement le permettra demain. On n'a plus beaucoup de temps, Frédéric Dabi. Non, c'est seulement dire communiquer, oui, mais aussi s'adresser aux Français. Je ne connais pas l'ampleur du remaniement, mais je connais ce qui pourrait être un amplificateur de ce remaniement. C'est cette parole présidentielle qui manque, puisqu'on a beaucoup d'images qui sont souvent assez décriées, mais on manque de son. Merci. Merci Frédéric Dabi, merci à vous Alexandre Batimbella, merci Marc-Olivier Palis, merci Anne-Claire Ruel. C'est la fin de cette édition. À 18h30, on va plus loin, présenté par Rebecca Pitoussi. Très bonne suite des programmes sur Public Sénat.